votre télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bon dimanche et bienvenue sur Info Rétro. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat. Alors aujourd'hui, nous allons faire et défaire l'actualité de la semaine, notamment l'actualité camerounaise, avec justement l'ouverture de la CAN féminine de handball au Cameroun. En effet, 11 équipes sont venues aujourd'hui cette semaine justement pour ce trophée africain avec les panélistes qui sont déjà bien assis et qui attendent justement mon coup d'envoi pour pouvoir commencer à faire des analyses. Aujourd'hui, nous aurons Raoul Guetoum qui est de la société civile et qui est un habitué des médias et qui a même l'habitude de passer ici à notre émission. Et nous aurons aujourd'hui aussi Samuel Hervé Mandeng. Il vient de la diaspora camerounaise du Canada et c'est lui le président du Cameroun Digital Boost. Aujourd'hui, il viendra aussi nous apporter son analyse, notamment ses perspectives face justement aux nouveaux défis qui l'attendent. Alors, nous allons commencer d'entrée de jeu à parler de la CAN féminine de handball. Alors, monsieur Samuel Hervé Mandeng, aujourd'hui, le Cameroun accueille cette édition qui a commencé il y a quelques jours. Selon vous, le Cameroun pourrait rapporter cette édition qui est justement mise en exergue face au match où il a gagné, où notre équipe camerounaise a gagné déjà d'entame son premier match. Déjà, merci Odile, merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir d'être à Info TV. Revenons donc sur le sujet. Gagner quand même, je ne veux pas être pessimiste, mais on connaît les meilleurs dans le classement du handball féminin. On sait que c'est l'Angola, on sait que c'est la Tunisie, on sait que ça pourrait être peut-être l'Algérie, l'Égypte, on sait l'Afrique, le Cameroun, c'est le plus grand score que le Cameroun pourrait faire ou la plus grande performance serait d'arriver en demi-finale. Mais déjà, on veut saluer la victoire que les filles ont eu hier. Je profite ici pour saluer le coach Bogo Christian, alias Guinness. On l'appelle Guinness. Non, rassurez-vous, il ne boit pas. Pour sa performance hier avec une équipe de la RDC très très bonne, rajeunie, avec beaucoup de professionnels. Mais la victoire s'est passée dans l'esprit, justement l'esprit camerounais et aussi la préparation. Félicitations à tout le staff technique. Merci de cette analyse. Alors, monsieur Raoul Guetoum, la CAN féminine au Cameroun. Déjà, bonjour Odine, pareil. Bonjour à tous les téléspectateurs de Info TV. J'ose croire que tout le monde se porte bien. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on va continuer de faire le maximum pour que ça aille toujours dans le bon sens. Revenant à la CAN féminine, parce que la conjoncture nationale et même internationale ne favorise pas l'organisation sereine de ce type d'événement en ce moment. Vous savez qu'il y a une chose un peu bizarre là dehors qui de temps en temps apparaît, de temps en temps disparaît au gré apparemment des humeurs de certains dirigeants qu'on appelle le Covid-19. Donc c'était pas déjà très clair. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de plaintes tout autour. C'est un peu ça généralement au Cameroun. Hein. Il y a un budget qui est voté, l'argent n'est jamais arrivé, ou ça arrive en partie, ou ça reste suspendu dans l'air. On ne sait pas toujours exactement ce qui se passe. C'est bien déjà parce qu'on a aussi quand même accepté de le faire. Je crois qu'il y a quelques pays qui ont refusé de venir. En fin de compte, là, il n'y a qu'un seul pays. Il y a que 11. Et à côté de cela, il y a encore eu des petites histoires un peu curieuses. On veut favoriser un X, on veut favoriser Y, on veut faire ci, on veut faire ça. On va dire que ça fait partie du truc. Les jeunes disent soit le game. Ça fait partie certainement du game. Moi, je ne peux que saluer ce type d'initiative. Je crois que le Cameroun doit même s'inscrire là-dedans. Mais il ne suffit pas juste de temps en temps d'organiser une compétition un peu au coup par coup. Nous savons qu'au Cameroun, tout ce qui intéresse véritablement nos autorités, c'est le football. Or, le hand vend. Le hand peut faire vendre. Regardez un peu en France avec ce qu'ils appellent les experts là-bas. C'est tout un événement. Hein?
tout un événement. Regardez le basket au Cameroun. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui, Siakam, Embiid et bien d'autres encore, quasiment dans tous les quartiers, vous avez des playgrounds. Hein? Quasiment un peu partout, que ce soit le hand, basket et autres. Mais apparemment, il n'y a que le foot qui intéresse véritablement nos autorités. Si on peut maintenant surfer sur cette vague de hand et comprendre qu'il est désormais temps de faire une promotion pertinente de ce sport, qui n'est pas un sport nouveau, qui est un sport bien connu. Nos mères ont toutes joué au hand. Elles ont même été professionnelles. Nos pères ont tous joué au hand. Ils ont même été professionnels. Mais d'où vient-il que tous ces sports, d'une importance qui n'est plus à démontrer, sont complètement écrasés et écrabouillés aujourd'hui? Vivement qu'on se réveille aussi dans ce sens. Là, c'est un appel que je lance du côté du ministère du Sport, mais principalement vers la prééminence institutionnelle, qui nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de sport mineur, pas de sport majeur, pas de sport réservé. Et nous osons croire, tout en espérant que nos filles vont finalement gagner cette compétition, parce qu'elles ont les moyens. On est quand même passé là-bas, on a jeté un coup d'œil. C'est pas mal. Elles sont plutôt là. J'ai vu des trucs assez intéressants. Tu sais, au hand, c'est pas un peu comme au foot là. Parfois, ils font des passes en voltigeant, ils font de ces trucs. Mais j'ai vu nos filles faire ça. Donc, elles sont capables de gagner. Mais quand on nous épargne encore ces problèmes dans l'organisation, et qu'après, on n'entende pas qu'elles sont en train de faire le sitting dans un hôtel. Merci. Parce qu'on n'a pas payé les chambres ou qu'on n'a pas payé les primes. Nous souhaitons beaucoup de chance aux Camerounaises et puis nous allons passer au premier reportage qui concerne justement la coopération diplomatique entre le Cameroun et la Centrafrique entre autres. Nous allons parler de Kenzo. Paul Biya redonne du sourire aux réfugiés et familles d'accueil. C'est un reportage signé Karine Okomo et Nassis Sondoa. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tanganji est dans le département de l'Acadie, situé dans la région de l'Est, ce vendredi 11 juin 2021, pour matérialiser une fois de plus la générosité légendaire du président de la République Paul Biya et l'hospitalité du peuple camerounais à travers la remise solennelle d'un important don aux réfugiés centrafricains installés dans la localité de Kenzo. Je viens de terminer cette mission instruite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya, qui a bien voulu apporter sa générosité légendaire aux réfugiés centrafricains à Garoua-Boula et à Kenzo. Et je crois que c'est une mission exaltante, elle est très intéressante parce que nous avons rencontré une population qui attendait la réaction du chef de l'État. Et à travers les banderoles, vous avez dû constater cette population et ces gens-là qui sont dans une situation de détresse, nous ont mandaté de transmettre leurs profonds remerciements au chef de l'État, qui n'ont pas seulement appelé père de la nation camerounaise, mais père de l'Afrique. Parce que la générosité du chef de l'État a débordé les frontières camerounaises. Donc ils m'ont dit de dire au chef de l'État qu'il n'est plus le père de la nation camerounaise, mais il est le père de l'Afrique. Parce que les problèmes qui concernent les autres États, ça nous préoccupe au plus haut niveau. Donc, nous avons distribué les dons du chef de l'État. Les populations ont exprimé leur profonde reconnaissance. Nous avons rencontré des partenaires sur le terrain, l'OHR, l'OPAM, les autres qui font aussi du bon travail. Nous sommes venus les encadrer, renforcer ce qu'ils font sur le terrain. Et je crois que cette synergie d'action montre quand même que le Cameroun est devenu une référence dans le domaine humanitaire. Vous savez, nous avons rencontré des personnes vulnérables, des personnes qui souffrent. Et c'est pour cette raison que nous voulons dire une fois de plus que le credo du chef de l'État, c'est la paix et la stabilité des États. Et que les gens doivent travailler pour éviter les conflits. Nous étions à Garoua-Boula, nous sommes aujourd'hui à Kenzo. Ça fait à peu près 1700 km que nous avons parcouru. Mais je crois quand même que nous pouvons dire que nous terminons notre mission sur une note de satisfaction. C'est un jour spécial pour ces bénéficiaires, venus nombreux à l'esplanade de l'hôtel de ville de Kenzo, prendre part à cette cérémonie, et ce sont au total 350 familles de réfugiés et 50 familles d'accueil qui reçoivent l'important don du chef de l'État, constitué des denrées alimentaires, des kits sanitaires, du matériel de couchage et d'un appui financier.
Un geste de cœur salué à juste titre et qui vient à point nommé. De la crise sociopolitique qui accourt en ce moment dans leur pays et qui impacte malheureusement nos communautés telles que vous les voyez, qui impacte nos activités, nos parents, nos frères, nos sœurs. Leurs souffrances telles que vous voyez, transportées ici deviennent les nôtres. C'est pourquoi nous n'aurons pas de mots pour dire merci au président de la République pour cet acte de cœur. Nous voulons promettre également, rassurer nos frères de la RCA qui sont ici, de savoir compter sur nous pour cette hospitalité. Nous les accueillons, mais nous voulons également compter sur eux pour respecter le territoire sur lequel ils sont, les hommes qu'ils ont trouvés et puis les institutions justement qui les commandent, les autorités qui les incarnent. C'est tout le souhait que nous pouvons avoir parce que vous savez, quand ça se transporte avec les problèmes, mais alors tous les problèmes aussi. Nous savons que ça ne sera pas le cas, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. À travers cet important appui, le chef de l'État Paul Biya redonne ainsi du sourire et de l'espoir aux réfugiés centrafricains installés dans la localité de Kenzo. C'est à travers des chants, danses et animations diverses que les bénéficiaires expriment leur joie. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangangji est accompagné pour l'occasion du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, de Gabriel Dodondoke, élite locale, par ailleurs ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, des partenaires humanitaires et des autorités administratives du département de l'Acadie. Votre boss. L'action humanitaire mise en relief par le ministre Paul Atangangji sur un don offert aux réfugiés centrafricains et aux familles d'accueil dans la localité de Garoboula et de Kenzo. Alors ici, le chef de l'État a décidé de faire un don aux réfugiés qui quelque part se sentent un peu délaissés. Néanmoins, ils sont venus donner un appui au HCR et au Programme alimentaire mondial. Alors, Ange Raoul Guetom, avec ces dons qui reviennent, c'est quand même un cycle qui est tout le temps remis au Cameroun entre justement les dons que le chef de l'État offre aux réfugiés déjà au Nozo, et là maintenant c'est dans la région de l'Est. Quel regard portez-vous face justement à cette collaboration que le Cameroun a avec les pays d'Afrique centrale? Bon, je crois que là, on ne peut que remercier le chef de l'État. Il est un peu coutumier du fait. Mais nous sommes en train de parler ici là spécifiquement de nos frères de la Centrafrique là à côté. On sait que là-bas c'est pas très évident pour le moment. Et en plus c'est une frontière un peu dérangé avec les Balaka, les Selika et d'autres groupes un peu bizarres qui essaient d'écumer la zone. Et Dieu merci, justement toujours par la vision du chef de l'État, on a une armée suffisamment forte là-bas. Si vous avez entendu les propos du responsable tout à l'heure, il invitait justement ces populations-là à respecter les institutions. Parce que parmi eux, comme lui-même l'a dit, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent aussi avec leurs problèmes, avec leur mauvaise mentalité. Bon, pas tout le monde, hein, quelques-uns. Et on sait qu'il y en a qui dérangent un peu aussi là-bas. Nous allons les inviter à recevoir avec les deux mains ce que le chef de l'État leur a donné, tout en sachant une chose fondamentale. Le Cameroun aussi a des problèmes. Pendant que le chef de l'État leur fait cette fleur, en même temps, il y a quelques Camerounais qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas la même chance. Si on leur accorde cela, c'est simplement dans l'optique de la culture, de la fraternité, de la solidarité. Et certains doivent bien prendre cela en compte, tant ici au Cameroun, qu'au milieu de ces réfugiés, que du côté des Centrafricains et de tous les peuples environnants, parce que la situation est assez compliquée. Bon, je ne sais pas si les réfugiés centrafricains sont aussi du RDPC, parce que je n'ai vu que des femmes avec les tenues du RDPC en train de danser. Je ne sais pas ce que ça vient souvent aussi chercher dans cette affaire-là, soit. Mais toujours est-il, Odine, et il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu as parlé tout à l'heure des dons en ce qui concerne les réfugiés du Nozo. Les réfugiés du Nozo, en fait, ce sont des réfugiés internes. Ce sont des Camerounais qui sont dans leur propre pays. Nous savons que c'est chaud. C'est parfois très compliqué. Dans certaines zones de Yaoundé et de Douala, vous voyez des petites filles, des petits enfants qui vont plus à l'école, qui se prostituent, qui font n'importe quoi. Je crois qu'il serait quand même là du bon ton. À un moment, sans banaliser et sans ausculter ce que le chef de l'État a fait, on met un peu, parfois un peu, le Camerounian first devant. Odile, en pleine rue de Yaoundé ou de Douala dans notre pays, nous voyons encore des êtres humains nus
je dis nus, on les appelle des fous, en train d'écumer la ville. On a parfois vu des femmes complètement nues, en train de se masturber en plein carrefour, ou des hommes, ou je ne sais pas trop quoi. On nous dit qu'ils sont fous. Qu'on prenne déjà au moins la peine de rétablir cela dans leur dignité. Je veux bien qu'on aille s'occuper du monde. Monsieur Atangandji l'a dit, Paul Biya est devenu le père de l'Afrique. C'est merveilleux. Mais qu'il soit encore plus et véritablement le père d'abord des Camerounais et du Cameroun. Et que les Camerounais ressentent cela dans leur chair, dans leur âme et dans leur esprit au quotidien. Nous vivons encore tellement de frustration dans ce pays, Odile. Tellement de frustration. Et nous sommes véritablement inscrits dans la résilience. Je dis bien que quand M. Atangandji va se balader là-bas avec ses sacs et ses matelas, disons bien qu'au Cameroun en ce moment, mon cher frère, pour accoucher, on paye encore. Pour donner la vie, on paye. Des femmes sont séquestrées dans des hôpitaux parce qu'elles ont accouché. Quelqu'un qui demain peut être aussi président de la République ou ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale ou je ne sais quoi d'autre. Mais regardez les conditions dans lesquelles il arrive au monde. Le pays qui est supposé l'accueillir à bras ouverts commence déjà à le torturer, le martyriser, parce qu'il lui dit que tu es un indésirable. J'aimerais véritablement qu'on pense aussi déjà beaucoup plus à nous. Alors, Samuel Hervé-Manding, on parle de dons à 350 familles, 50 familles d'accueil. Aujourd'hui, le chef de l'État est considéré comme le père de l'Afrique, comme l'a dit le ministre de l'administration territoriale. Selon vous, ce don peut-il amener un changement dans la vie de ces réfugiés? Est-ce une aide simplement pour leur bien-être ou bien c'est aussi un pas pour essayer de leur réintégrer dans la société? Ben, je vais quand même apporter mon point par rapport à ce qui se fait aussi ailleurs. Dans ce genre de problèmes ou de situations, dans les pays où on réside, c'est la Croix-Rouge qui le fait, généralement. Si ce n'est pas la Croix-Rouge, c'est la société civile. Donc, le rôle de la société civile, c'est quoi? C'est un organisme ou une société ou une association qui, au nom de l'État, va vers les populations, utilise le don du chef de l'État, qui est déjà très louable et très bien, mais se rassure que, en dehors de ce don, il y a tout un programme d'éducation, un programme de développement mental. C'est aussi le travail du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, et même le Programme alimentaire mondial qui est déjà sur place. C'est vrai, mais justement, ces programmes-là, ces structures-là sont parfois limitées par les nôtres, parce qu'il faut savoir que eux, ils ont le devoir de s'occuper des populations, les populations réfugiées. Mais en dehors de ça, il y a des familles internes aussi qui sont infectées par rapport à ça. Donc le rôle de la société civile et des organisations devrait permettre d'avoir un pont ou d'arbitrer justement cette situation. Comment se fait-il que nous, par exemple, il y a une situation au Québec qui perdure? Pourquoi les Canadiens, on dit généralement, sont très racistes? Beaucoup de gens ne le savent pas, surtout les Québécois. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais c'est parce qu'ils disent que comment se fait-il qu'ils se réveillent un matin, il y a les immigrants chez eux? Mais il faut le savoir, c'est pas parce que ce sont des Noirs que nos frères vont les accepter automatiquement. On dit que le Cameroun est un pays hospitalier. Nos frères sont simplement frustrés dans leur chair, frustrés même dans leur poche. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de plusieurs personnes, il y a même les mœurs, les habitudes alimentaires, les habitudes de comportement qui changent tout autour, qui sont affectés. Quel est le rôle donc de la société? C'est vrai, le don, oui, mais je pense quand même que si j'avais un mot à dire, en 2021, à l'ère maintenant d'une nouvelle ère, comme d'une nouvelle décennie, on devrait quand même changer la manière. On sait que c'est le chef de l'État qui nous fait des dons, qui a l'habitude de le faire, mais essayons quand même de l'habiller d'une certaine façon. Donnons ça mettons en place aujourd'hui avec la décentralisation aux organisations, à la société civile. Moi, j'ai pas vu un maire, j'ai pas vu une structure de décentralisation. On a braqué
Donc c'était à l'hôtel de ville quand même. L'hôtel de ville, bon, j'aurais voulu voir quand même un impact avec la société civile, avec la décentralisation. Bref, on se dit quand même que ce sera le rôle que la décentralisation pourra jouer d'ici quelques années, mais ce sont des images à réduire au fur et à mesure et à s'adapter. On ne doit pas être une société chromosomique. On prend ce qui est bon chez les Blancs, on prend ce qui nous arrange chez les Blancs, mais ce qui est bon, qu'on nous trouve, qui nous adapte à notre société, on les jette, mais on peut s'adapter aussi un tout petit peu. Merci, nous allons passer à l'économie avec ce procès qui n'en finit plus dans la ville de Douala. Terminal à conteneur, le port autonome de Douala humilié une 7e fois face à Bolloré. C'est un reportage signé Karine Okomo. Le port autonome de Douala, dirigé par Cyrus Ngor, se fait à nouveau humilier dans l'affaire qui l'oppose à Douala International Terminal, la filiale du consortium franco-danois Bolloré Maersk. En effet, le tribunal administratif du littoral, dans sa décision rendue ce 3 juin à Douala, déclare nul l'acte de réquisition des équipements pris par le PAD en décembre 2019 et prononce la recevabilité des recours introduits par Douala International Terminal, la filiale du consortium Bolloré. Une décision par laquelle le port autonome de Douala perd son 7e procès consécutif au Cameroun et hors des frontières contre le groupe Bolloré à travers DIT, engagé à préserver juridiquement ses droits et ceux de ses actionnaires contre les agissements illégaux du PAD. En août 2019, le tribunal administratif de Douala suspend le processus d'appel d'offres du renouvellement du terminal à conteneurs, rejetant en décembre de la même année le pourvoi en cassation introduit par le PAD. Toujours en 2019, l'ensemble de la procédure d'appel d'offres lancée par le PAD est suspendue, de même que la régie du terminal à conteneurs. En novembre 2020, le port autonome de Douala se tape la honte à Paris, où la CCI ordonne de relancer un nouvel appel d'offres et le condamne à payer des dommages et intérêts à DIT à hauteur de 58 millions d'euros sur 15 ans, soit 3,9 millions d'euros annuels. En janvier 2021, le PAD se fait encore humilier par l'OADA, qui rejette cette fois pour incompétence le pourvoi en cassation introduit en février 2020. Le port autonome de Douala qui aujourd'hui ressent encore une défaite face justement au procès avec le groupe Bolloré. Alors monsieur Ange-Raoul Guetto, nous avons justement ce procès qui perdure depuis plusieurs années. Aujourd'hui on a justement cette suspension et ce renvoi en appel de ce procès qui n'en finit pas. Quel regard portez-vous face à justement ce clash qui existe entre le port autonome de Douala et le groupe Bolloré? Bon, déjà ici je tiens à apporter tout mon soutien à M. Cyrus Ngor et à tout le conseil d'administration du port autonome de Douala. Parce que il y a quelques temps encore, nous entendions les Camerounais se plaindre du fait que Bolloré et compagnie développaient certaines attitudes assez curieuses de ce côté-là. D'ailleurs, il a suffi qu'un Bolloré soit écarté, ne fût-ce que pour quelques jours, pour qu'on voie directement comment est-ce que les recettes ont quasiment explosé comparativement à ce que nous recevions de Bolloré et compagnie. Bolloré, après, il allait consortium, groupe et tout. D'accord. Et maintenant, je tiens à fustiger ici véritablement avec la dernière énergie ces reportages un peu tendancieux, à la limite même insultants. Oh, le port autonome vient d'être humilié, vient d'être... Je me rends compte bizarrement qu'il y a une certaine presse dans notre pays. Une certaine presse qui a un patriotisme généralement variant, un patriotisme qui semble évoluer au gré d'un certain nombre de situations. C'est la même presse qui à un moment allait à charge contre M. Bolloré. Mais écoutez les termes qui sortent de la presse. Humiliation, ceci, cela. Nous parlons là d'un secteur hautement important et stratégique dans notre pays. Nous reprochons généralement aux directeurs généraux des structures étatiques, des structures d'importance dans notre pays, de ne pas souvent être assez courageux pour s'attaquer à certains mastodontes. Monsieur Cyrus Ngor, que je salue ici avec la dernière énergie, a véritablement mis les pieds dans le plat. Et connaissant bien l'environnement dans lequel nous sommes, et qui est ce monsieur qu'on appelle Bolloré, je crois qu'on peut perdre même 1 milliard de procès. On n'arrêtera pas le Cameroun
pour mettre le Cameroun en prison, ou on ne mettra pas le port autonome de Douala en prison. Entre-temps, nous continuons d'avancer. Bolloré et compagnie avaient un cahier de charges au niveau du port autonome de Douala. J'entends un débat aujourd'hui que non, entre 2005 et 2019, on a triplé ceci, on a quadruplé cela. Mais est-ce que nous ressentons cela dans notre quotidien? Est-ce que nous voyons véritablement cela? Pourquoi c'est tout de suite là qu'on commence à entendre des chiffres, on commence à entendre ci, on commence à entendre cela? Non, je crois quand même que c'est un peu gros, véritablement gros. Et je veux aussi ici là convoquer la justice camerounaise. Cette justice-là ne doit pas être très forte. Quand on peut arrêter des gens comme les Boubou Nissak et certains, on les coffre sans autre forme de procès. Pas de présomption d'innocence, rien. Quand c'est contre nous, là, elle semble parfois suffisamment déterminée. Surtout quand c'est pour des conneries. Mais quand ça relève des choses d'une importance capitale, c'est ici qu'on espère voir cette justice-là aussi souvent faire preuve de patriotisme. Et nous savons bien que certains de nos magistrats ne brillent pas beaucoup par leur rectitude. Quand Bolloré nous a traînés du côté de Paris là-bas, tout le monde savait quel est le résultat. Je crois qu'ici au Cameroun, bon, l'OADA, ils ont dit qu'ils ne sont même pas compétents, qu'on les excuse avec l'affaire là. Ici au Cameroun, on peut tout au moins leur apporter la réplique. Et qu'à un moment, on botte définitivement cette histoire, même hors de notre territoire. L'heure est venue pour nous de renationaliser les domaines stratégiques. Le port autonome, nous savons bien que quand nous ne sommes pas là-bas, on nous a dit qu'il y a des choses qui entraînent bizarrement au Cameroun. On ne sait pas trop comment. L'électricité. J'entends même qu'on risque encore privatiser comme tel. J'espère que ce n'est qu'une fausse rumeur. La télécommunication, qui est un domaine qui ne connaît aucune crise dans le monde entier. Nous avons même la fibre optique. Tu vois, nous espérons maintenant que les autres vont simplement emboîter le pas à M. Cyrus Ngo. Je le salue ici. Et je lui dis, papa, continue, ne t'arrête pas. Va jusqu'au bout. Ils peuvent acheter toutes les presses. Dis que nous avons perdu 1 milliard de procès. Nous savons que la vérité est de votre côté. La vérité est de notre côté. Et je veux aussi finir en disant à M. Bolloré, chiche, et un peu honte, monsieur. Cameroun, c'est pas le champ de patates de votre grand-père. Merci. Vous voulez développer aussi tout ce que vous voulez comme vous voulez. Vous pouvez partir. Terminal, monsieur Samuel Ave Mandeng, qui représente le groupe Bolloré aujourd'hui. Nous avons un renvoi déjà 7 fois déjà de renvoi face à ce procès qui ne cesse de perdurer. Alors, quel est le regard que vous portez face au port autonome de PAD et le groupe Bolloré aujourd'hui? Ben déjà, je voudrais aller dans le même sens que Raoul. Il n'y a que chez nous où on peut laisser un étranger ou une structure étrangère venir occuper ou bien venir se positionner ou acheter des actions, devenir majoritaire dans des points stratégiques tels que le port. Si on n'avait pas cette chance de consulter international un peu partout et de voir comment ça se passe, on aurait peut-être dit que bon, c'est tout à fait normal. Peut-être la France est sous tutelle, le Cameroun est sous tutelle de la France. Et comme ça, pour rappeler que le processus d'appel a été suspendu. Oui, je ne suis pas ça de trop près, mais je pense que ce que Raoul a dit est tout à fait logique. Mais moi, je vais quand même décrire une chose. J'ai participé à des événements internationaux où on invitait le Cameroun et j'étais consultant d'autres pays. J'étais quand même surpris de voir que lorsqu'il faille négocier les business ou les affaires, de l'autre côté, on trouvait des hommes d'affaires très véreux, mais de l'autre côté, on trouvait un profil administratif. Vous comprenez? Donc, l'administration, c'est pas les affaires. Donc, l'administration gère, mais dans les affaires, il faut avoir un autre mindset, notre façon de raisonner. Face à un géant comme Bolloré, je pense que la stratégie du PAD devrait logiquement travailler avec d'autres groupes complètement externes qui leur donnent d'autres regards pour pouvoir frapper à ce niveau. Il faut tenir compte que Bolloré rentre au Cameroun par des accords, parfois qui ont été signés en très haut lieu.
on ne va pas venir les détruire par une entreprise, par une signature d'un directeur. C'est comme en administration ou bien dans votre famille. Si le père s'est déjà entendu avec quelqu'un d'autre ou bien avec un autre leader par rapport à un projet, il dit écoute, va lui bien, bon, je prends le cas d'un déménagement chez vous et il s'est déjà accordé avec le locataire puis il dit écoute, va le déménager, le locataire peut à partir de là. Il va te dire, écoute, va appeler ton père pour que ton père m'enlève de là. Il s'agit de la situation aujourd'hui avec Bolloré. La situation, les accords se sont faits en haut. Bon, même si l'OPAD avec le directeur aujourd'hui essaye à leur niveau, mais je pense que il y a des stratégies partout. La stratégie chinoise est l'une des stratégies la plus adaptée dans le monde. On peut vous donner un plat, mais sur le plat avec de la très bonne nourriture, mais ce plat chauffe. Ça te permet que vous ne pouvez pas le tenir. Vous allez tout simplement jeter le plat et puis partir. Il y a plusieurs techniques de pouvoir de mettre une entreprise comme ça hors d'état de nuit ou hors d'état de nuit. Le Bénin aujourd'hui est un exemple. Bolloré aujourd'hui opère très peu aujourd'hui au Bénin, ou bien quasiment pas. Quasiment plus au Bénin. Mais comment ils ont fait en très peu de temps? Parce que vous avez un président comme Talon qui est un homme d'affaires. Il a utilisé les stratégies d'affaires pour le faire partir. Moins de discours, moins de paperasse. On vous tient quelque part et puis vous êtes obligé de lâcher le bout de l'autre côté et puis partir. Donc aussi, je pense que la justice aussi ne nous aide pas beaucoup. On est, quel que soit ce qu'ils disent, ils sont beaucoup plus, on peut dire, ils font la justice avec nous, mais lorsqu'il faille faire la justice avec les étrangers, les litiges avec les étrangers, c'est là où ils appliquent la loi, mais quand c'est parfois entre nous, on sait ce qui se passe, mais je pense qu'ici, il s'agit d'une souveraineté, d'une action d'État. Une action d'État, ça ne se passe pas ailleurs. Ici, ça ne devrait pas aussi se passer. Nous allons passer maintenant dans le volet de la sécurité avec le passeport biométrique. Passeport biométrique, la DGCN réforme le système. C'est un reportage de signé Francine Ateba. Désormais établi en 48 heures, le Cameroun réforme l'établissement du passeport biométrique. Sous très haute instruction du chef de l'État Paul Biya, la Délégation générale à la sûreté nationale, en partenariat avec le consortium allemand INCM Ogentik, signe le 17 septembre 2020 un contrat pour la mise en place d'un système de production du passeport biométrique. Une décision qui fait suite aux difficultés rencontrées dans la délivrance de ce document de voyage et qui vise à résoudre les manquements rencontrés. Au nombre de ces manquements, nous pouvons relever entre autres la faible capacité de production des machines de personnalisation qui ont d'ailleurs atteint leur fin de vie et dont le fonctionnement n'est plus garanti par leurs fabricants. Les retards récurrents dans la livraison des passeports vierges, les procédures de pré-enrôlement et de post-production qui sont toutes manuelles, l'absence de liaisons électroniques entre les différents sites d'enrôlement et le centre de production. Les tracasseries et la corruption observées dans la chaîne des délivrants des passeports, sans oublier les cas de falsification physique des données sur certains passeports et diverses autres fraudes observées dans les documents actuels. La conférence de presse tenue le 8 juin 2021 à la délégation à la sûreté nationale à Yaoundé par le commissaire de police Dominique Baya, secrétaire général de la dite délégation, apporte plus d'éclaircies pour la production de ce précieux sésame qui permet de s'arrimer à l'ère du temps. Les très hautes directives du président Paul Biya ont plusieurs objectifs. Les très hautes directives présidentielles avaient pour objectif de doter notre pays d'un système de production moderne, fiable et hautement sécurisé, capable de répondre pleinement aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et qui tire profit des avantages technologiques de l'heure. L'ensemble du projet est financé par le partenaire qui doit former le personnel, faciliter la mise en place du système. Les enrôlements débutent le 1er juillet 2021. Ce nouveau système qui fait appel à Internet et aux moyens de paiement électronique est réparti en 4 étapes. La procédure de délivrance est déclinée désormais en 4 étapes principales.
D'abord, le pré-enrôlement en ligne. Il consistera à partir de votre téléphone Android ou dans un cybercafé en l'ouverture en ligne du dossier de demande de passeport à travers le site internet de la DGSN dédié à cet effet. Le paiement électronique par mobile money ou par carte de crédit des faits de délivrance du passeport, la prise de rendez-vous en ligne pour l'enrôlement. Puis l'enrôlement dans un centre choisi par le demandeur, donc dans un commissariat et une immigration de votre choix. Il convient d'indiquer que cette phase impose la présence physique du demandeur du passeport et elle comporte des étapes suivantes. L'ouverture, la vérification du dossier soumis en ligne par le demandeur qui devra se munir des originaux des pièces exigées. La prise des paramètres, c'est-à-dire les photos, empreintes et signatures du demandeur et le scannage des pièces justificatives, le système étant dématérialisé. L'approbation des informations devant figurer sur le passeport par le demandeur, suivi de leur validation par l'opérateur d'enrôlement. L'impression et la remise d'un récépissé au demandeur. Les enrôlements du système actuel s'arrêtent le 23 juin 2021 pour céder la place à un système plus rapide, plus fiable. Le partenaire devra exploiter le nouveau système pendant 10 ans pour laisser par la suite la responsabilité à l'État du Cameroun. En outre, le timbre pour produire le passeport biométrique coûtera 110 000 francs CFA. Le passeport biométrique passe à 48 heures pour son établissement. Alors, M. Samuel avait demandé, aujourd'hui nous avons eu déjà le discours de Dominique Bayer, le SG de GSN, qui a expliqué les 4 étapes pour avoir le passeport. On parle de numérisation, notamment avec votre Cameroun Digital Boost. Est-ce que réellement nous sommes déjà dans cette phase de digitalisation avec ce passeport qui sera produit en 48 heures? Ben déjà, on peut féliciter cette annonce. Ça rentre en droite ligne avec le Cameroun Digital Boost. Notre activité ou notre objectif, c'est justement amener le savoir-faire de l'autre côté, pour faciliter la vie des citoyens. Et revenons justement au niveau du passeport, c'est vraiment un problème pour les étudiants de l'étranger, surtout les étudiants canadiens, américains, surtout camerounais qui résident dans cette partie du monde, de vraiment s'établir un passeport. On a vu beaucoup d'étudiants manquer leur carte de séjour parce que la procédure pour faire un passeport au Cameroun, tout le monde la connaît, même si le jeune s'y prend assez tôt. Généralement, ça y a des passeports qui ont fait 1 an, 2 ans. Bien sûr, hormis que le jeune soit, comme on a l'habitude de dire, est de double identité, c'est-à-dire que de manière normale, plus de 2 ans, et le jeune perd 2 ans sans aller à l'école. Et on pense que si ça n'est le cas, ça pourrait beaucoup plus donner une bouffée d'air pour ces jeunes-là, et surtout pour les compatriotes qui sont de l'autre côté. Moi-même, j'ai eu la même situation. Pour venir m'établir un passeport au Cameroun, c'est pas facile. J'ai mes enfants qui sont dans la même situation. Donc, mais l'opportunité ici, c'est vraiment de saluer les autorités camerounaises, mais on n'en avait pas vraiment besoin. Moi, c'est pas par rapport à moi, mon point de vue, on n'avait pas besoin d'avoir une réforme totale au niveau du passeport, parce que lorsqu'un système se crée, un autre système se crée sur un point, ça veut dire qu'il faut normaliser le système qui se crée à l'extérieur. En d'autres termes, il y avait déjà, les Camerounais aiment le passeport express. Et dans tout le monde entier, si vous entrez dans un site américain, vous voulez faire un passeport, on va vous dire, écoute, si vous voulez faire dans les jours ordinaires, c'est temps. Vous voulez faire express, c'est temps. Super express, 1 jour, c'est temps. Donc ça permet que ça élimine la corruption à tous les niveaux. Donc, si vous voulez établir le passeport en 2 jours ou en 1 jour, moi je me suis fait établir les passeports pour certaines personnes en 1 jour pour un voyage, j'ai vu, et j'étais très surpris. Tu payes le prix, mais ça va dans les caisses de l'État. Je crains que derrière, justement, ces 2 jours, on puisse encore créer un autre système. Rappelons que le partenaire, c'est INCM qui va travailler avec le Cameroun sur 10 ans après laisser le Cameroun continuer dans cette démarche. Il y a toujours eu des partenaires, partenaires étrangers, parce que même celui qui était là était un partenaire étranger, mais il y a un système toujours qui s'est créé. Moi, ce que j'interpelle aux autorités, c'est de pouvoir créer des différentes grilles de prix
pour l'établissement d'un passeport. Ça passe quand même de passeport. 75 000 à 110 000 aujourd'hui, le passeport camerounais. C'est bon, on fait un passeport à 250 $, 300 $. C'est pratiquement le même montant. Mais je dirais que là n'est pas la situation. Le problème, c'est il faut introduire la notion d'express. Parce que aujourd'hui, c'est cette notion d'express qui crée la corruption. Donc, si je veux m'établir un acte de naissance dans un délai rapide, au lieu que je paye l'express chez un usager qui va rentrer par des méandres que je ne sais pas, il va me le délivrer, il est mieux que je paye ça à l'État et puis l'État me délivre dans un temps bien précis mon passeport. Il faut déjà initier ou introduire la notion d'express dans tous nos systèmes de paiement. Ça va limiter davantage la corruption et ça va davantage nous mettre dans une forme d'efficacité. Merci. Alors, monsieur Ange-Raoul Guetoum, on parle de pré-enrôlement en ligne, de paiement en ligne. Aujourd'hui, on a un passeport qui sera fait en 48 heures, notamment avec le digital et puis les paiements avec les cartes Visa et entre autres Orange, MTN Money. Selon vous, est-ce une avancée face à justement ces plaintes qui ont toujours été requises face justement aux demandeurs qui à chaque fois se plaignent de ne pas avoir un passeport à temps, d'avoir justement eu à avoir recours à des passeports express qui n'ont pas été livrés. Aujourd'hui, est-ce que le Cameroun est en train de franchir la pente pour avoir justement un passeport dans les délais? Bon, je ne pense pas que le Cameroun est en train d'inventer ici là le fil à couper le beurre. Vraiment loin de là. Loin de là. Tu vas te rendre compte qu'on a entendu des termes comme biométrique et bien d'autres mots un peu costauds comme ça là apparaître un peu. Et nous sommes coutumiers du fait, hein. Quand il faut déjà un peu créer des situations assez ambiguës, on vient avec des gros mots, on fait une grande conférence de presse, on dit des choses que tout le monde sait déjà. Ce n'est pas un événement, ça. Un passeport en 48 heures. Dans la mesure où on sait que même en 24 heures, même en 30 ou 40 minutes, on peut l'établir. C'est pas un événement. Vraiment, pas du tout. Je trouve que 48 heures, comme l'a dit Mandela, c'est même beaucoup. Parce que quelqu'un peut débarquer là, il veut son passeport dans les prochaines 2 ou 3 heures qui arrivent là. Créons les conditions nécessaires pour qu'il puisse simplement payer le prix. Que ça aille dans les caisses de l'État, il décharge son papier, il va je sais pas trop où, et c'est passé. 48 heures, c'est encore beaucoup. Quand j'entends parler de biométrique, l'ancien passeport n'était pas biométrique. Pourquoi est-ce qu'on a attrapé des gens avec plusieurs identités? C'est parce qu'il va échanger l'âge, il change de nom, il change l'ensemble de choses, mais il ne peut pas changer ses empreintes. Quand ça arrive là-bas, la machine fait la jonction, et puis on dit que non, vous avez les mêmes empreintes, même si les noms ont changé. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a véritablement d'extraordinaire là. Et en ce qui concerne la théorie, nous sommes un peu trop forts là-dedans ici au Cameroun. Et quand on explique comme ça, c'est beau, c'est magnifique. Dieu seul sait ce qu'on ne nous a pas déjà dit ici, ce qu'on ne nous a pas déjà expliqué ici. Restons toujours à la DGSN. La carte d'identité nationale. Le passeport, c'est pas un événement. Le mien, c'est même périmé sans m'avoir même un jour servi une carte d'identité. Je l'ai fabriqué, je l'ai posé là, et puis je suis arrivé, l'affaire était finie depuis, périmé. Je ne l'ai pas utilisé. C'est généralement pour ceux qui veulent faire un déplacement, qui veulent voyager, ceux qui en ont véritablement besoin. C'est vrai qu'au Cameroun maintenant, j'espère que l'État va aussi essayer de se pencher là-dessus. Pourquoi est-ce que les Camerounais demandent autant les passeports? Ça, c'est une grande question. Pourquoi est-ce que des gens ont dépensé des millions pour avoir des passeports express? Simplement parce qu'ils partent avec l'intention de ne plus jamais revenir au Cameroun. Ils ne vont pas faire du tourisme. Ils veulent lisser le pays. Ils veulent s'en aller. Ils veulent aller prendre même d'autres nationalités. Et c'est autant de chercheurs, autant d'ingénieurs, autant d'artistes, autant de que nous ne faisons que perdre. L'autre jour, il y a une compagnie de téléphonie qui m'a envoyé un message. Monsieur Guetoum Ange-Raoul, votre CNI expire dans 90 jours. Odile, mon cas a commencé à battre. Là, je suis je suis inquiet. Je connais des gens qui sont à 4 ans sans CNI. On a tellement prorogé l'affaire là que ce n'est même plus visible et lisible. 4 années sans CNI. Il y en a qui sont encore allés refaire même de nouvelles procédures. Jusqu'à présent, rien.
On a dit voilà un système, désormais vous tapez ceci, vous envoyez un SMS par ça, ça va vous dire ça. Jusque-là, rien. C'est avec les passeports qu'on va voir quel événement. Avant de nous donner les passeports les plus sécurisés et les plus beaux de l'univers, on peut déjà au moins commencer par nous donner ne serait-ce que la CNI. On a plus besoin de ça que d'un passeport. Encore que le passeport n'est qu'une copie de la CNI. Non, monsieur Raoul, vous êtes d'accord avec moi quand même que le problème de la CNI a quelque peu été résolu avec justement la redistribution des CNI, notamment en passant par des téléphones qui ont été donnés, et puis la DGSN a fait un communiqué là-dessus. Je suis d'accord qu'il y a des avancées. Voilà. Mais vois-tu, Odile, le problème c'est que une machine exécute un ensemble d'instructions, le programme. Et ces instructions-là lui sont données par des êtres humains. C'est là le problème au Cameroun. C'est pas la théorie là, c'est pas les textes, c'est même pas les machines. Je t'assure, Odile, tu prends toutes ces machines, tu mets là. Tu prends un cafard, tu lui enseignes comment ça fonctionne, les 30 prochaines secondes, il s'est manipulé. Mais le problème, c'est le type d'individu que nous sommes devenus. C'est notre mentalité extrêmement mauvaise. Nous allons passer au reportage suivant. On va parler de l'Assemblée nationale et puis de la rentrée parlementaire. La session parlementaire du mois de juin ouverte à l'Assemblée nationale, c'est un reportage signé Théophile Bédé. Ouverte ce 8 juin 2021, sous les bonnes auspices du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaillé Yégué Djibril, la session ordinaire revêt plusieurs enjeux eu égard à la pertinence des sujets à l'ordre du jour des séances plénières. Le ton est donné dans le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Il évoque plusieurs sujets d'intérêt général à l'instar de la situation sécuritaire au nord-ouest et au sud-ouest et de la pandémie du coronavirus. Occasion d'inviter les Camerounais de continuer à observer les mesures barrières. J'insiste sur le port obligatoire du masque, portant toujours les masques. Par ailleurs, sur les très hautes instructions du chef de l'État, une enquête est en cours afin de connaître de la gestion des fonds alloués. À propos de l'enquête instruite par le chef de l'État sur la gestion des fonds Covid, les Camerounais sont appelés à faire preuve de retenue. Le président a demandé au moins deux choses. La première, c'est de respecter le secret de l'instruction judiciaire. La deuxième, c'est de respecter également la présomption d'innocence. Et la troisième, enfin, c'est de ne pas livrer à la vindicte populaire un certain nombre de personnes qui sont plus ou moins soupçonnées et qu'on attende que la justice fasse complètement et suffisamment son travail. Et enfin, le président a demandé, vous l'avez également suivi, que l'information complète soit rendue lorsque ce travail judiciaire sera terminé. Le président de l'Assemblée nationale salue les mesures prises par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji s'agissant de l'interdiction des armes de pointe ainsi que l'encadrement magistral du retour de 5000 réfugiés nigériens du centre d'accueil de Minawao dans leur pays. La cérémonie d'ouverture de cette session se déroule en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le président du Conseil constitutionnel, Clément Atanganam, le premier ministre et chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betiassomo, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, entre autres. La rentrée parlementaire du mois de juin est faite avec ce discours du président de l'Assemblée nationale qui a notamment s'est arrêté sur le nozo, la crise au nozo et les Covid. Il a demandé de respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, on a demandé de faire preuve de retenue concernant les fonds Covid, entre les recommandations du chef de l'État qui a parlé de présomption d'innocence et de respecter le secret de l'institution. Alors aujourd'hui, nous avons justement à la rentrée parlementaire, M. Ange Raoul Guetoum, où on parle de fonds Covid toujours, qui revient à chaque fois sur le carreau. Alors le président de l'Assemblée nationale a demandé justement au ministre de garder un peu de retenue et à la population d'être moins agitée face à ce débat qui continue de faire couler beaucoup de salive. Oui, déjà Odile, je ne suis pas très surpris parce que le Cameroun traverse un certain nombre de difficultés et tout naturellement nous voyons bien que l'Assemblée nationale camerounaise
ne brille pas trop par son intention à vouloir absolument arranger un certain nombre de choses. Et Dieu seul sait que ceux qui sont là-bas, et même ceux qui dirigent ces institutions-là, traînent parfois des casseroles qui font tellement de bruit. Je dis tellement de bruit. J'entends parler ici de mesures barrières. C'est bien beau, on a vu là tout à l'heure, chacun est dans son masque, tout et tout. Mais les mêmes, nous les croisons parfois, même furtivement à certains endroits. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la plupart des gens que vous voyez là-bas consomment assidûment les produits qui ont été fabriqués et mis sur pied par des chercheurs camerounais. Nous avons entre autres Monseigneur Cléda, qui a mis sur pied un produit qui a soigné beaucoup de gens que tu as vu passer à la télé là, qui avaient le Covid. J'en connais quelques-uns. Nous avons le Ngulbetara du docteur Malise Peyundi Samba, qui a fait ses preuves. Parce que même jusqu'à Etoudi, ces produits-là sont entrés. Je n'ai pas entendu le président de l'Assemblée nationale s'offusquer du fait que sur les 180 milliards qui se sont volatilisés, du moins en partie volatilisés, on n'a même pas donné l'apparence d'un rond aux chercheurs camerounais et on ne s'est même pas du tout soucié de l'initiative endogène. Vraiment pas du tout. Ça l'a pas dérangé. Le chef de l'État paraît de respecter justement le secret de l'instruction judiciaire. Non, je suis encore au niveau de là. Maintenant, arrivons au niveau du secret de l'instruction judiciaire. Bibou Nissak, je le connais. Dieu seul sait que nous sommes très divergents aujourd'hui par rapport à un certain nombre de choses. Mais lui qui est en prison depuis là, on a pensé à sa présomption d'innocence. Il y a des gens ici là qui sont là en prison, qui ont une adresse connue. On sait comment ils doivent comparaître. Est-ce qu'on respecte tout cela? Il y a des gars qui sont en prison là, rien que parce qu'ils discutaient une petite ou une affaire de terrain ou je ne sais pas trop quoi avec. Là, nous sommes dans le fond. Qui connaît? Je ne m'égare pas, je suis là-dedans. Okay. Hein? Il y a ces gens-là, ces petits voleurs de pain ou je ne sais pas trop quoi là, qui sont en prison là. A-t-on pensé à leur présomption d'innocence? Pourquoi soudain, quand ça les concerne eux, ils viennent nous rappeler que la présomption d'innocence ne doit pas être bafouée? Mettre quelqu'un en prison, c'est l'exception. Le garder en liberté et tout faire pour le garder en liberté, c'est la règle. J'ai un peu envie de me demander de quoi ont-ils peur? Ce n'est pas en parlant de présomption d'innocence aujourd'hui qu'on va enlever de nos têtes et de nos esprits ce que nous savons déjà. Ces gens sont aux affaires depuis très longtemps. Ils peuvent penser et dire ce qu'ils veulent aujourd'hui, mais depuis suffisamment longtemps. Et nous connaissons leurs faits d'armes. Le temps nous est imparti. Alors, M. Samuel avait demandé un dernier mot de fin face à cette rentrée parlementaire. Bon, ben, la rentrée parlementaire, je suis très heureux d'annoncer que je participerai demain au forum sur l'entrepreneuriat. Pour le financement de l'entrepreneuriat. Ce sera à l'Assemblée nationale. Et je pense que ça sera une très très bonne opportunité pour surtout nos députés de savoir comment le financement, comment se structure le financement pour les projets. Alors, par rapport à la sortie du président de l'Assemblée nationale, je pense que j'ai l'impression que le président de l'Assemblée nationale nous a écoutés. Odile, la semaine passée, on rappelait aux téléspectateurs d'avoir un peu de retenue, parce que il faudrait pas quand même d'abord, il ne faut pas propager l'information à un certain niveau, mais on laisse le tribunal faire son travail, et puis de là nous pourrons certainement jaser dans nos quartiers. Bon, je considère ce que Raoul a dit, bon, mais nous on a appelé tout le monde à la retenue. Je pense que c'est une attitude citoyenne qui n'est pas deux mesures. Oui, c'est vrai. Ben, mais aussi les citoyens ont le droit de manifester par rapport aux médias. Mais on a appelé ici aux médias non seulement d'avoir de la retenue, de savoir mettre les mots, parce que ce sont eux qui peuvent infecter le public, tous ceux qui nous écoutent. Donc on est encore en train de faire un certain nombre d'enquêtes, attendons le résultat des enquêtes, et puis de là nous pourrons maintenant se positionner, vrai ou faux, si la justice a fait son travail.
Merci, nous arrivons au terme de cette édition. Nous remercions déjà Monsieur Ange Raoul Guetou et Samuel Hervé-Mandien de nous avoir accompagnés ce jour. Nous saluons toute l'équipe technique en place qui s'est pliée en quatre pour que cette émission soit diffusée. Nous saluons notamment Aline Paul Bam, la DG de Info Télévision, sans oublier Monsieur Dieudonné Mvin qui nous suit attentivement chaque dimanche. Et puis nous saluons aussi tous les téléspectateurs qui sont habitués à nous entendre. Alors si vous êtes bien chez vous, passez un bon dimanche. On souhaite bonne chance aux Lions indomptables du handball. Et puis, si vous êtes à table, bon appétit et on se dit à dimanche prochain.